Bonjour à la Réunion et bienvenue pour cette nouvelle émission Santé Environnement, une émission en partenariat avec la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Réunion. Donc, dans cette émission, vous allez entendre écologie, environnement, santé et culture. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir avec nous Nadine Fournet. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Nadine nous passe aussi un petit coucou aux amis Facebook qui écoutent à nous. Bonjour Facebook. Donc Nadine, tu es infirmière et formatrice, du moins c'est ton parcours. C'est ça. Tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est Alströmerine, pardon. Alors, Alströmerine, c'est le nom que j'ai donné à, on peut dire, à mon activité de formation. Donc moi, je suis d'abord infirmière, j'ai 41 ans. Donc j'ai d'abord travaillé en tant qu'infirmière. Et suite à ce parcours-là, je me suis orientée très rapidement sur le fait de prendre soin des gens autrement par une médecine un peu alternative. Et donc je suis très vite tombée, j'ai envie de dire, dans l'aromathérapie et les huiles essentielles. Donc après un parcours vraiment en intra-hospitalier en tant qu'infirmière, j'ai développé mon activité autour des huiles essentielles et de l'aromathérapie, et aujourd'hui je suis essentiellement formatrice en aromathérapie. D'accord. Et donc ça fait combien de temps que tu t'es lancée dans l'aventure des huiles essentielles? Alors moi j'ai découvert les huiles essentielles, j'avais 17 ans, donc D'accord. Ça fait à peu près 25 ans que on va dire j'utilise ces produits-là. Avec beaucoup d'années d'apprentissage, que ce soit en formation ou en autodidacte. D'accord. Et là, ça fait 4 ans que je me suis un peu déployée en formatrice pour partager mon savoir à La Réunion. Et du coup, comme tu disais, il y a eu des formations. Est-ce que ces formations-là ont été faites à La Réunion ou en métropole ou même ailleurs à l'international? Les formations que j'ai faites moi. Alors, il y a eu plusieurs choses. Je me suis d'abord beaucoup formée en métropole. Ensuite, je suis arrivée à La Réunion. J'ai eu la chance de pouvoir me former directement sur place avec l'école avec Madame Vitry, j'ai envie de dire, avec le laboratoire Renaissance. Et ensuite, j'ai aussi fait une grosse formation en ligne sur un site qui s'appelle Hippocratus, qui est réservé aux professionnels de santé. Et donc, c'était une formation sur 18 mois, donc que j'ai pu mener depuis La Réunion, mais qui est une formation qui est de métropole. Voilà. D'accord. Et donc, est-ce que les huiles essentielles, c'est accessible à tout le monde? Tout le monde peut les utiliser ou est-ce qu'il y a quand même des recommandations? Il faut faire attention? Alors, oui, vous avez tous, je pense, entendu qu'il y avait des recommandations. Ce qu'il est important de comprendre avec les huiles essentielles, c'est d'où elles viennent et comment, entre guillemets, elles sont fabriquées. Donc, l'huile essentielle, dans la nature, il faut savoir qu'elle n'existe pas. Elle est présente dans les plantes sous forme d'essence aromatique. Et pour faire très simple, l'essence aromatique, ce sont toutes les molécules volatiles, donc très légères, qui vont se développer autour de la plante, dans l'environnement de la plante, et de manière commune, on va appeler ça le parfum d'une plante. Et c'est finalement ce parfum, cet arôme, avec les huiles essentielles, on travaille essentiellement sur des plantes aromatiques qui ont un arôme. Et donc c'est la distillation qu'on connaît bien à La Réunion, qui va permettre de récolter ce parfum, cet arôme, de manière très concentrée par une distillation à la vapeur d'eau. Donc la première chose que les gens doivent comprendre dans l'huile essentielle, c'est qu'elle n'est pas naturelle en termes de concentration. La concentration naturelle serait le parfum que pourrait dégager un basilic, un frangipanier ou une autre plante aromatique. L'huile essentielle est fabriquée par l'homme. Donc, si vous voulez, elle est naturelle. Beaucoup de gens me disent, moi, je me soigne avec des huiles essentielles parce que c'est naturel, oui, mais la concentration ne l'est pas. Donc, il va falloir, si on veut l'utiliser naturellement, la déconcentrer, en tout cas la diluer énormément et particulièrement, jamais dans de l'eau, hein, messieurs, dames, toujours dans de l'huile végétale ou de l'aloe vera, des choses très locales, mais ça va demander des précisions de dosage et aussi des précisions d'application. En fonction, si vous êtes une personne adulte ou un enfant ou une femme enceinte, il y a certains modes d'application qu'on va pas pouvoir utiliser, particulièrement la voie orale, que vous allez réserver à des personnes qui ont déjà un minimum de connaissances. Par contre, ce qui est tout à fait utilisable par tout le monde, c'est la voie olfactive.
Donc le fait de respirer, de diffuser des huiles, il faut avoir un minimum de connaissances. Certaines sont un peu toxiques en diffusion, donc. Mais les trois grands modes d'application seraient la voie olfactive, donc le fait de respirer ces huiles, c'est leur idée principale. Hein, au départ c'est un parfum de fleurs, donc il est fait pour être respiré et il apporte énormément. On peut aussi l'utiliser en massage pour soit se faire du bien, mais soit aussi de manière thérapeutique pour soigner des choses. Et puis en dernier recours par voie orale, mais celle-là je préfère que les gens soient vraiment formés pour l'utiliser. Et c'est quelque chose qu'on apprend par le biais d'Astromérine, justement? Alors oui, pas forcément que par moi, hein, je détiens pas le savoir, mais moi je mets mon cœur à la Réunion à apprendre aux gens à se servir de ces produits. Pourquoi ? Parce que vous avez dû remarquer que depuis quelques années, il y a un boom de l'aromathérapie. On peut pas passer dans une pharmacie sans voir des huiles essentielles. Ça interroge et ça passionne beaucoup de personnes, mais on ne nous donne pas la formule, le dosage, rien n'est marqué sur les flacons et beaucoup de gens sont en difficulté par rapport à ça. Donc j'ai décidé, que ce soit pour le grand public ou pour les professionnels de santé, d'apporter des formations qui partent vraiment de la logique de la plante, ce que je viens de vous expliquer précédemment, vraiment partir de la plante, comprendre ce que sont les huiles essentielles et du coup le côté un peu moi j'aime bien dire sacré, mais c'est quelque chose à la fois à protéger, à utiliser avec parcimonie, et ça va sûrement nous amener au cours de l'entretien à aussi parler de la protection de l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a certaines huiles essentielles, il faut se rappeler, qui sont distillées à partir d'écorces. Mais si vous utilisez l'écorce d'un arbre, alors vous abîmez l'arbre, voire vous le coupez, et il va falloir plusieurs années pour qu'il repousse. Donc se soigner naturel, c'est pas forcément se soigner écolo, et il y a vraiment une espèce de raison à avoir de critique par rapport à tous ces petits flacons qu'on voit partout, et moi je trouve intéressant d'apprendre aux gens à s'en servir à bon escient. D'accord. Et du coup, vous proposez aussi des formations, des conférences, des ateliers, mais vous participez aussi à des salons et marchés? Oui, alors j'essaye de diversifier mon activité. Donc vraiment mon travail professionnel, c'est la formation, c'est ça que j'aime faire. Et ensuite, donc pour présenter ce travail-là, je participe en effet à quelques salons bien-être. Alors il y en a plusieurs avec des noms un peu différents. Celui avec lequel j'ai un joli partenariat, c'est le salon du bien-être et des médecines alternatives organisé par l'Éveil de la vie, qui est organisé très régulièrement entre les Yourtes Saint-Leu, la Ravine des Cabris, etc. Donc voilà, s'ils m'entendent, ben je vous invite tous à vous rapprocher de cette association, l'Éveil de la vie. J'ai aussi fait un autre événement sur Saint-Pierre avec l'œil événementiel. Donc je travaille comme ça à expliquer mon travail lors des événements. Les conférences, je suis assez passionnée de conférences, donc n'hésitez pas s'il y a des gens qui veulent avoir des conférences. Pendant 2 heures, c'est très intéressant de pouvoir ouvrir la connaissance sur 2 heures à un certain nombre de personnes. Et puis, le fait de faire de la formation m'a aussi amené à proposer des huiles essentielles à la vente, parce que les gens me disent c'est bien beau ce que tu nous apprends, mais où est-ce qu'on achète nos huiles de qualité maintenant? Donc voilà, je propose quelques huiles, sachant que moi je ne fabrique rien. Je travaille avec une entreprise sur la Réunion, et puis je travaille aussi en direct avec une association sur Madagascar qui s'appelle Aromathérapie sans frontières, et avec laquelle je travaille en direct pour amener des huiles de Madagascar. D'accord. Voilà. Et donc, pour information aussi, il y a le salon bien-être et thérapie alternative le 9 mars. Et je vais vous demander, qu'est-ce qu'on peut retrouver pendant ce salon? Est-ce qu'il y a que des formations sur les huiles essentielles ou il y a aussi autre chose? Non, bien sûr que non. Alors, c'est un salon, donc comme je disais, c'est l'Éveil de la vie qui l'organise, une association. Et donc non, c'est un regroupement des médecines alternatives. D'accord. Donc vous avez, on est en règle générale, j'ai pas les chiffres en tête, mais je dirais peut-être une vingtaine d'intervenants. Pardonnez-moi si c'est pas le bon chiffre. Y a pas de Et
Non, et vous allez retrouver alors que je ne dise pas de bêtises, mais des médecines, de la réflexologie, des fleurs de bac, une dame qui travaille avec les fleurs de bac. Vous allez retrouver aussi des choses pour vous faire plaisir, comme tout ce qui est autour des pierres et du travail des pierres. Mon Dieu, je vais en oublier plein. Je vous invite à aller sur leur site, vous verrez toutes les personnes sont, réflexologie plantaire, je vous l'ai dit. Voilà, on est un certain nombre, c'est une petite équipe qui fonctionne très bien et on a vraiment plaisir à y participer. C'est un chouette moment et pour nous intervenants et pour les gens qui viennent, on a toujours des très bons retours. Donc la prochaine fois, c'est donc le 9 mars et ça se passe au domaine Bitation à Trois-Mars. D'accord. Et si les auditeurs et nos amis aussi sur Facebook veulent participer à vos conférences, ateliers, formations, comment on peut faire pour s'inscrire? Alors, moi, mes conférences, elles sont un peu disparates, elles sont pas régulières. Donc, moi, je vous invite à aller sur mon site internet. Donc, j'ai un site qui s'appelle www.alstromerine.re. Et là, je mets en ligne les différentes conférences. Par exemple, la prochaine, elle a lieu le 12 février, donc c'est la semaine prochaine. Et je travaille avec le comptoir du vrac. Alors là aussi, je fais un peu de pub. À Piton-Saint-Leu, qui est une épicerie collaborative. Et donc, je fais par exemple là-bas une conférence le 12 février au soir, qui est ouverte à 20 personnes, donc faut s'inscrire vite. Et c'est réservé à tout public. C'est gratuit c'est sur participation consciente pour les adhérents et je crois que c'est 5 € pour les non-adhérents du comptoir du vrac. D'accord. Et puis j'en fais régulièrement ailleurs, mais au fil du temps, sans choses bien calées précisément. Alors, on a compris que l'écologie, l'environnement et la santé, c'est des thèmes qui touchent votre activité. Oui. Mais vous êtes également formé en permaculture. C'est quoi la permaculture? Alors, c'est très compliqué à définir en une phrase de manière simple. La permaculture, elle renvoie pour la plupart des gens à la notion de culture et d'agriculture, donc c'est la base. J'ai envie de dire, pour moi, c'est une philosophie à mon niveau. Une philosophie qui est basée sur trois, on va dire, éthiques, qui sont avant tout le prendre soin de la terre, le prendre soin de l'homme et partager l'abondance et les surplus. C'est-à-dire, c'est une philosophie où tout ce qu'on va faire, on va le faire en se disant, aïe, est-ce que là, on prend soin de la planète? Est-ce que là, on prend soin de l'homme? Et si notre activité fonctionne et que on a du surplus, comment je peux partager ce surplus? Donc ça serait l'éthique, j'ai envie de dire, tout en haut, ce qui va nous gouverner. Après, au niveau très pratique, la permaculture, c'est la création de systèmes. Alors, le système, on va d'abord parler du système agricole, mais dès que vous avez le mot système, vous pouvez faire de la permaculture. Donc un système agricole, un système scolaire, un système même financier, je pense que ça serait possible. Et l'idée, comment dire ça simplement, c'est d'arriver... La permaculture va commencer par une observation du terrain sur lequel vous êtes et une analyse du terrain. En gros, en permaculture, on observe, on repère quelles sont les forces et les limites du système sur lequel on veut travailler. Et c'est après cette période d'observation qu'on commence à analyser, à se dire, bon, comment je peux intégrer ce système et comment je peux le rendre viable et résilient. C'est-à-dire l'idée c'est l'autonomie à long terme, c'est que le système se débrouille par lui-même. Alors tout ça, c'est un peu conceptuel. Je veux bien préciser aux auditeurs que moi, je suis formée en permaculture et non pas formatrice. Il y a d'autres personnes à La Réunion qui font ça, qui se sont vraiment lancées dans... Vous pouvez faire des formations en permaculture à La Réunion. C'est souvent des formations en immersion totale pendant 13 jours. Mais voilà, je veux bien préciser que moi, j'ai bénéficié de cette formation. Et là, je vous parle en tant que citoyenne et non pas en tant que spécialiste de la permaculture. Pour autant, elle a vraiment changé ma vie, ma vision des choses, ma vision de l'environnement. Ça m'a vraiment appris l'idée que l'humain n'est peut-être pas
la personne la plus évoluée sur Terre et qui serait temps que on reprenne un peu d'humilité et qu'on observe notre nature, nos forêts, nos jardins et qu'on voit avec quelle classe, j'ai envie de dire, et avec quelle finesse la nature se débrouille déjà par elle-même. Et comment on peut intégrer cet environnement plutôt qu'arriver en vainqueur, arriver en disant, voilà, moi je suis l'homme, j'ai la science, je vais tout détruire et je vais faire un truc qui me correspond. Voilà, je trouve ça un peu dommage actuellement au vu de la détérioration de l'environnement et je pense qu'il est temps que beaucoup de gens se mettent en tout cas à la philosophie de la permaculture, si ce n'est pas chacun se mettre à gratter dans son jardin parce qu'on n'est pas tous faits pour faire de l'agriculture, mais cette philosophie-là, elle est vraiment applicable à tout le monde et dans les écoles. Enfin, si des enseignants m'entendent, enfin, ça serait vraiment intéressant que ces principes-là soient donnés dès l'école primaire. Voilà. Donc, c'est mettre vraiment la nature en avant ainsi que ses ressources. Si je comprends bien, c'est telle la philosophie de la permaculture. Oui, c'est vraiment se dire que la nature a déjà énormément de choses et qu'il faut faire avec. Si vous voulez un exemple tout personnel, oui. Donc moi je suis formée en permaculture et j'habite une maison avec un terrain de 1000 mètres carrés. En location, hein. Et cette maison, elle est dans le secteur de l'étang salé. Donc mon jardin est un jardin de sable. Vous connaissez tous l'étang salé, avec son sable noir. Ben j'ai un jardin de sable noir. Donc compliqué de faire pousser des choses. Eh bien, avec le principe de la permaculture, j'ai pu d'abord passer un temps à observer mon jardin, à repérer dans quel sens passait le soleil sur mon jardin, quand il y a des pluies, comment ruisselle l'eau dans mon jardin. On va peut-être en arriver à parler de l'eau, justement, qui est la première chose que l'on doit cultiver en permaculture, c'est la ressource en eau. Et j'ai appris comme ça à observer les parties de mon jardin qui poussaient toutes seules alors que j'avais pas arrosé, celles où je plantais des choses et puis hop, en 3 jours tout était mort parce que c'était beaucoup trop chaud. Et toute l'idée aussi de la permaculture, c'est de travailler qu'avec des choses naturelles. On élimine tout ce qui est pesticides. Là encore, hein, moi je vous parle en tant que citoyenne et non pas en tant qu'agricultrice, oui. Mais je sais que c'est compliqué pour les agriculteurs du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, on le dit, les pesticides sont responsables de la pollution des sols, de la mort des sols. Il n'y a plus d'animaux dans les sols, alors que les animaux sont les animaux qui vivent dans le sol sont la base de l'écosystème forestier et agricole. Donc si vous supprimez les vers de terre, si vous supprimez les fourmis, enfin si vous tout ce petit monde qui crée la biodiversité et l'abondance, j'ai envie de dire, on détruit la planète. Donc les techniques, là je vous ai parlé des éthiques de permaculture, donc le chemin qu'on doit prendre, les principes. J'ai pas le temps de vous les développer, mais ce sont des principes que vous retrouverez si vous vous formez. Et puis après, vous avez les outils. Donc en effet, on va pouvoir, beaucoup connaissent la fameuse butte, mais c'est pas une permaculture en soi. Faire une butte, c'est un outil pour arriver à une culture saine, propre et respectueuse de la nature. D'accord. Et donc, tu en parlais justement des ressources en eau. Aujourd'hui, on peut dire que c'est quand même critique les ressources qu'on a actuellement sur la planète. Donc, tu peux nous dire un petit peu où on en est, on va dire, à l'état actuel par rapport à nos ressources? Alors, je vais essayer. Donc, l'eau, c'est en effet un élément qui a commencé à me passionner depuis que je suis arrivée à La Réunion il y a 8 ans à peu près. Juste pour la petite idée, la première chose qui m'a interpellée, c'était il y a quelques années, j'habitais à l'époque à la rivière Saint-Louis et j'ai reçu ma facture d'eau, comme tous les Réunionnais, qui est accompagnée d'une petite page d'information sur la qualité de l'eau. C'est une page que je vous avoue, je ne lisais jamais jusqu'à là. Et ce jour-là, va savoir pourquoi, j'ai lu le document en entier. Et à ma grande surprise, il y avait marqué dans ce document que là où j'habitais à la rivière Saint-Louis, l'eau n'était pas forcément de très bonne qualité et qu'il fallait éviter que les personnes de plus de 75 ans, les enfants de moins de 5 ans, les personnes malades boivent cette eau du robinet. Et j'avoue avoir été un peu choquée sur le moment en me disant, mais cette information,
Je la lis là par hasard, mais finalement, on me l'a jamais donnée. Et ce que je suis en train de comprendre, c'est que l'eau potable qui arrive à mon robinet n'est pas si potable que ça. Ça a été ma première interrogation. Sur ce, je me suis formée en permaculture. Et là, j'ai appris des choses assez intéressantes que j'aimerais bien partager avec vous. Déjà, on appelle la planète bleue parce que 71% de sa surface est couverte d'eau. Mais est-ce que vous savez, sur toute cette eau, quelle est la proportion d'eau douce au niveau de la planète? Alors là, aucune idée. Mais je pense qu'il y en a très peu. Il y en a très peu. Donc, en fait, on a à peu près 97% d'eau salée pour 3% d'eau douce. Donc voilà, déjà, 3% d'eau douce, c'est pas beaucoup. La deuxième question à se poser, c'est où se trouve cette eau douce? Et alors là, moi, j'ai été vraiment subjuguée, parce que je ne m'attendais pas du tout à cette réponse-là. Je vais pas vous faire le jeu du question-réponse, je vais vous donner les réponses tout de suite, mais 75% de cette eau douce se trouve dans les glaciers. Donc, elle n'est pas on peut pas l'extraire facilement. Nous, celle qu'on va pouvoir extraire, c'est celle qui se trouve dans les eaux souterraines peu profondes. Il y en a à peu près 13%. Dans les lacs et les étangs, là, on est à 0,3%. Dans le sol, on est à 0,06%. Et puis, encore moins dans l'atmosphère et les rivières et les fleuves. Donc, en gros, au prorata de la quantité totale d'eau, il faut savoir que les ressources en eau potable planétaire sont de 0,3%. Donc rien que ce chiffre-là, ça nous amène à se dire, oula, il va peut-être falloir la préserver parce que de base, on n'en a pas beaucoup. Donc la deuxième chose que j'aimerais vous dire, elle concerne plus la Réunion. J'ai fait des recherches pour venir à votre émission. Je suis allée sur Internet. Toutes les notions que je vais vous donner là, c'est des notions que j'ai trouvées en libre accès sur Internet, particulièrement sur le site de l'ARS, sur un site qui s'appelle habiterlaréunion.re et sur une revue d'économie de la Réunion qui date de 2012. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans tous ces sites Internet? On dit déjà qu'en 2012, chaque Réunionnais consommait écoutez-moi bien, 501 litres d'eau potable par habitant en moyenne. Quand j'ai lu ce chiffre, je me suis dit non, ils se sont trompés. Mais ils ont rajouté derrière, soit à peu près 2 fois plus qu'en France métropolitaine. Donc déjà, une première notion à avoir, le Réunionnais en général consomme 2 fois plus d'eau potable qu'un métropolitain. Je suis pas sûre qu'il faille en être fier. Ce qui m'intéresse, moi, c'est sur cette eau potable domestique. Où est-ce qu'elle va, cette eau? À quoi elle sert? Et c'est là la deuxième grande surprise. Figurez-vous que 25% de cette quantité d'eau, un quart de cette quantité d'eau utilisée tous les jours, part directement dans les toilettes pour vos chasses d'eau. Donc, pour en finir avec les chiffres, je vous ai fait un petit calcul pour qu'on comprenne la quantité d'eau à La Réunion qui tous les jours s'évacue tranquillement dans nos toilettes, de l'eau potable, je vous rappelle, et qui ne sert finalement qu'une fois, juste à tirer la chasse. Je suis partie du principe, un petit calcul rapide, je vais pas vous embêter trop longtemps, mais je suis partie du principe, avec source sur Internet là aussi, qu'on allait aux toilettes à peu près 7 fois par jour. Une chasse d'eau économique, c'est à peu près 6 litres d'eau. Donc je suis partie en plus sur des chiffres plutôt bas. Et donc j'ai calculé 7 fois 6, 42 litres d'eau par jour et par habitant qui partent directement aux toilettes. Donc 42 litres, on peut s'y... Alors par rapport d'habitude on est sur 25%, mais c'est par rapport à la consommation de France qui est à peu près à 200 litres. Donc nous, sur 500 litres, ça fait un peu moins pour les matheux qui nous écoutent. 42 litres d'eau qui part dans les toilettes par habitant. Nous sommes 840 000 Réunionnais à peu près à La Réunion. Ce qui fait, c'est mon dernier chiffre de l'émission, 35 millions de litres d'eau potable qui partent dans les WC chaque jour à La Réunion. 35 millions de litres d'eau. C'est un chiffre énorme. C'est ça. Voilà, je vous laisse un peu la parole, voir ce que vous en pensez. Alors justement, ça fait énormément d'eau qui part chaque jour, on va dire, à usage unique. Il n'y a pas de recyclage vraiment là derrière. Quelles sont les solutions possibles pour y remédier à ça? Alors,
Par rapport à la notion d'eau, il va y avoir 4 grands thèmes sur lesquels il va falloir agir à La Réunion ou ailleurs par rapport à cette préservation de l'eau. La première va être de minimiser la consommation. Et là, je vais tout de suite derrière vous donner une solution par rapport au fait de minimiser cette consommation d'eau. Mais il faut aussi avoir en tête qu'il y a tout un travail à faire sur le stockage de l'eau, sur sa distribution. À La Réunion, nous avons des systèmes de distribution d'eau qui sont abîmés. Ça, c'est un monsieur en conférence à La Réunion qui m'avait expliqué ça. On a 40% à peu près de l'eau qui s'enfuit avant d'arriver dans vos robinets. Donc, il y a une grande perte à ce niveau-là. Et puis, il y a tout un travail à faire sur l'assainissement et la gestion de l'eau. Mais là, c'est pas mon domaine, donc je vais laisser les spécialistes peut-être une autre fois en discuter. Moi, à mon niveau de citoyenne, par rapport à cette notion de 35 millions de litres d'eau qui partent dans les WC, j'ai décidé, à mon niveau, de mettre en place des toilettes sèches à mon domicile. D'accord. Alors, les toilettes sèches, c'est quelque chose qui est encore un peu tabou, mais sur lesquels je vous invite vraiment à réfléchir. C'est très facile à mettre en œuvre. Est-ce que vous connaissez déjà les toilettes sèches ? J'allais vous demander justement d'expliquer le principe général. Alors, sans rentrer trop dans les détails, moi je suis infirmière, vous savez, donc tout ce qui est pipi caca, ça me pose pas trop de problèmes. Donc il faut parler des choses avec les mots, j'espère ne choquer aucun auditeur. Le gros problème quand on va aux toilettes et qu'on fait ses besoins dans l'eau, c'est la bactériologie. C'est-à-dire que vos excréments, on va dire ça comme ça, quand ils tombent dans l'eau, ils sont super contents parce qu'ils sont pleins de bactéries et ces bactéries, elles adorent l'eau. Donc, un excrément, excusez-moi, qui va se promener dans des canalisations d'eau va, en quelques centaines de mètres, multiplier ces bactéries par des millions. Ça veut dire qu'on va rapidement polluer les eaux. Cette même matière, si vous la mettez dans quelque chose de carboné, dans de la paille, dans de la sciure de bois, dans quelque chose qui est sec, alors cette matière va se dessécher, va perdre son eau. Et vous allez, à ce niveau-là, tuer les bactéries. L'exemple tout bête, c'est la crotte de chien sur le trottoir. Vous prenez une crotte de chien, vous la laissez 3 jours au soleil, dans 3 jours, il n'y a plus rien. Ça s'est complètement décomposé. Mais c'est toute l'idée de la toilette sèche. D'accord. C'est finalement d'aller faire ses besoins dans de la sciure, dans quelque chose de sec, plutôt que dans de l'eau qui va contaminer et c'est complètement aberrant. En fait, ça dure, c'est pas nouveau, hein, ça fait plusieurs centaines d'années qu'on utilise ce modèle du tout à l'égout et de la toilette à eau, mais en fait c'est une grosse erreur depuis le départ et tout le monde s'est engouffré là-dedans. Donc la toilette sèche va vous permettre, si vous voulez, ce qui va poser problème dans l'eau, dans vos matières, c'est l'azote. Parce que ce qu'on élimine de notre corps contient énormément d'azote. Cet azote, si vous le mettez dans l'eau, il pollue. Si vous le mettez dans votre jardin, il nourrit votre jardin. Il faut savoir que la plupart des agriculteurs qui achètent des pesticides ou des engrais en chimique, ces engrais sont composés en grande partie d'azote, NPK, donc azote, potassium et il m'en manque un. NPK, vous allez m'aider peut-être. Nitrate, phosphate. En tout cas, pardon, j'ai perdu mes mots. Mais cet azote, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous la mettez dans l'eau, elle pollue. Si vous la mettez dans votre terrain, elle nourrit vos plantes. Elle va vous apporter un substrat. Alors, la chose à faire attention, c'est que un compost de toilette sèche ne doit pas être répandu sur votre terrain directement. D'accord. Parce que ça serait épandre de la matière bactériologique. Il va falloir le laisser composter dans une zone de compostage et ça, vous avez à La Réunion des formations pour vous apprendre à faire vos toilettes sèches et à créer des zones de compostage propres qui n'embêtent pas vos voisins, qui polluent pas les nappes phréatiques, etc. Mais une fois que vous avez mis ça en place,
finalement, c'est un cercle vertueux. Vous mangez l'alimentation, vous mangez le végétal, vous l'éliminez et vous le rendez à la terre, de la même manière qu'une forêt va rendre ses feuilles à la terre une fois qu'elles vont tomber. C'est vraiment repartir dans un système vertueux. Et du coup, les toilettes sèches, est-ce que c'est accessible à tout le monde au niveau du prix, de l'installation? Est-ce que vraiment cette solution peut vraiment être, on va dire, concrète pour toute la population? Alors, j'aimerais vous dire oui. Je vais pas vous dire oui. Alors, niveau économique, c'est accessible à tout le monde. D'accord. Le mien, pour tout vous dire, je l'ai mis dans mon jardin. La structure extérieure, je l'ai construite avec des bois d'arbres que j'ai coupés l'année dernière pour le cyclone. Je m'en suis servi pour faire ma petite maison. J'ai tout fait en récupération. Ça va vous demander d'investir dans 2-3 planches en bois, un seau pour pouvoir récupérer vos affaires. Mais au niveau économique, c'est vraiment, ça peut vous coûter franchement moins de 50 € si vous êtes un peu débrouillard que vous fabriquez vous-même. Donc ça, c'est pas du tout le problème. Le problème va être la zone de compostage. C'est-à-dire que si vous habitez en appartement au 5e étage, actuellement, c'est compliqué d'avoir une toilette sèche. Parce que les maisons ne sont pas faites pour. Alors, je connais des gens qui ont mis des toilettes sèches dans leur maison, dans leur salle de bain, etc. Ça fonctionne très bien. Mais il faut le prévoir un peu à l'avance. Si vous arrivez dans un appartement T3, là, actuellement, ça va être compliqué d'installer votre toilette sèche. Après, c'est pas, je veux dire, il faut déjà lancer l'idée. Il faut que les gens entendent. Ensuite, je pense qu'il y a des dizaines de métiers à créer avec cette protection de l'environnement. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on le fait contre l'environnement. Donc, à mon avis, d'ici 20 ans, il y a plein de métiers à créer. Et le métier de toiletteur, j'ai envie de dire, de ville, comment créer des toilettes sèches en ville? Mais je pense que c'est jouable, mais il faudrait que les mairies, créent des zones de compostage où on puisse créer du terreau. Parce que sachez que ce compost, si vous le laissez décanter 1 an et demi, vous vous retrouvez avec de la terre. Hein. C'est magique la vie quand même. Donc il faut savoir qu'au niveau de la loi, depuis 2009, les toilettes sèches sont autorisées. Il y a eu une modification de la réglementation en 2012 qui donne des détails sur bien sûr vous pouvez pas mettre votre compost à moins de quelques mètres de votre voisin, hein, n'allez pas mettre votre zone de compostage sous le salon de votre voisin, quoique je vous assure que ça ne sent pas beaucoup, ça ne sent même pas du tout, il n'y a pas d'odeur, franchement il y a moins d'odeur dans une toilette sèche que dans une toilette à eau, hein. Parce que la sciure, quand vous mettez, il faut pas être avare de sciure. Il faut en mettre beaucoup, mais ça reste quelque chose de, ça vous enlève plein d'inconvénients. Je vais rentrer sur des choses un peu rigolotes, mais faire ses besoins dans une toilette sèche, ça ne fait pas de bruit. Pour ceux qui sont embêtés par le bruit, vous voyez ce que je veux dire? Ça sent la sciure. Voilà, vous avez plein d'avantages à tester ça. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné des pistes, des solutions pour la gestion des ressources en eau. Donc, je rappelle aussi ton activité de formatrice au sein d'Alstromerine. C'est ça. Nous arrivons au terme de cette émission. Auditeurs, auditrices, je vous remercie. Je remercie également nos amis sur Facebook et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.